à tromper nos propres corps. Chaque jour qui passe, la situation de ce pays m'inquiète et me fait peur. Quand j'essaie d'analyser le message que le peuple a envoyé à ceux qui tiennent les clés de la voiture Cameroun, le 9 février, et au vu de l'autosatisfaction de ceux-là même qui nous gouvernent aujourd'hui, je me pose une seule question. Où voulez-vous vraiment conduire ce pays? La situation que nous avons vécue le 9 février impose un minimum de sagesse continue. Ainsi, le roi des Bamenjou nous arrêter et nous poser les vraies questions. Où allons-nous et quel héritage voulons-nous léguer à nos enfants? Quoi qu'on dise, quel qu'en soit le bout par lequel on prend le problème, il est évident aujourd'hui qu'il existe un problème réel entre le peuple et ses dirigeants. On ne peut pas continuer à se bomber le torse, à se cogner la poitrine et faire comme si de rien n'était. Le peuple n'est pas content et là fait savoir à ses dirigeants, le chef n'est chef à la chefferie, que parce que le peuple existe au village, ne laissez plus le feu pour souffler sur la cendre et ne cherchez pas après le malchanceux que vous allez vous accrocher sur son cou. Le dire ainsi n'est pas être contre mon pays, continue ainsi Sa Majesté Sékou Jean Rabo. Il poursuit en disant que évidemment le dire n'est pas être comme contre son pays et le dire n'est pas être un rebelle. C'est juste vous dit la vérité et vous n'aimez pas qu'on vous dise le dire. C'est un devoir de patriotisme et un refus d'être complice devant l'histoire. Je dirais, j'avais dit avant d'être petit. Donc voilà un extrait de ce que dit Sa Majesté Sékou Jean Rabo sur ce double scrutin municipal et législatif du 9 février dernier. On voit très bien que le message est clair, c'est bien envoyé par le monarque de Bamenjou. Donc madame, monsieur, on tentera de voir quelle réponse sera donnée à cette sortie du chef. On verra comment est-ce que l'on reçoit, comment les Camerounais reçoivent cette opinion de Sa Majesté Sékou Jean Rabo. L'équipe, comme chaque matin, est en place. D'abord vous, monsieur Donald Brice Kamgan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Foussi, bonjour à nos téléspectateurs. Une vidéo fait le tour de la toile en ce moment. On y voit une femme, à peine une vieille femme, au quartier Kondengi à Yaoundé, menaçant un agent d'une entreprise, présenté comme un agent d'une entreprise partenaire de la société qui distribue l'énergie électrique au Cameroun. Cette femme, eh bien, machette au poing, menace ce jeune-là. Je vais couper un enfant ici. Lance-t-elle très furieuse. Cet acte-là, évidemment, associé à l'assassinat de jeunes après le double scrutin de dimanche à Kupa-Matapi dans le Noun, dans la région de l'Ouest, le saccage des installations des néo dans la région de l'Adamawa, ou encore le saccage d'une sous-préfecture à Maroua 2e, ajouté à l'assassinat d'un enseignant il y a quelques semaines au lycée bilingue de Kolbisson à Yaoundé, nous rappelle que nous sommes dans une société où la violence est devenue l'une des formes les plus privilégiées d'expression des citoyens. C'est le signe que les institutions de régulation des rapports entre les hommes, entre les membres de la société, que ces institutions-là ont échoué. Il faut repenser la société. Nous allons revenir sur cette vidéo un peu plus tard dans cette émission ce matin, madame, monsieur, et nous allons également vous livrer la réponse de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Donald Brice Kamgan, qu'on va retrouver à 10h30 pour sa chronique de tous les matins. Ce sera sa colère. On reviendra sur un sujet majeur qui préoccupe son attention encore ce matin. Également avec nous sur le plateau, Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foussi. Bonjour aussi aux téléspectateurs. Un bonjour particulier au président de la République du Cameroun qui a un an de plus ce jour. Sur Internet, ce que nous avons remarqué, en tout cas ce que je remarque, c'est ce bilan que les uns et les autres essayent d'établir. Après 60 ans dans le gouvernement camerounais et 37 ans à la tête de l'État du Cameroun, quel est le bilan qu'on peut faire du président Paul Biya?
au Cameroun. Plusieurs ont tenté de le faire, mais à chaque fois, on s'arrête sur démocratie en 1990. Et après, il y a eu quoi? Que s'est-il passé au Cameroun après 1990 et le retour au multipartisme au Cameroun? Quel est le rapport que nous pouvons faire au Cameroun aujourd'hui de ce multipartisme-là? À quel niveau se situe-t-il? Est-ce que nous sommes toujours à l'étape où on distribue des mairies? Est-ce que nous sommes toujours à l'étape où on parle toujours de parti unique avec plus de 150 députés à l'Assemblée nationale? Voilà, c'est fait, c'est dit. Également avec nous sur le plateau ce matin, Bombok Bengan Kandje, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je ne m'éloigne pas du roi Soukoujou, je ne m'éloigne pas non plus de Kamgan ce matin qui s'interroge sur les institutions. Moi, je vais m'interroger sur la mairie de Douala, premier où nous nous trouvons. Sur instruction du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le secrétaire général du comité central avait comme une circulaire où il disait un certain nombre de choses. Il fallait regarder ce qui n'était pas de mèche avec la justice, ce qui ne devait pas encourir des peines. Lengue Malapa, convoqué au TCS depuis des années, depuis des jours, il y passe. Quand viendra-t-il? Je ne suis pas en train de le condamner, mais je dis, est-ce qu'il arrivait demain qu'il soit coupable de ce qu'on lui reproche? Qu'adviendrait-il? Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui coordonne les activités de ce parti pour le littoral, a laissé faire. Peut-être que le maire sera blanchi. Là, alors, ce serait une bonne chose. Mais alors, le conseiller municipal, pour les 6 dernières années, qui essayait de nous dire ce qui se passe là-bas, Hilaire Zipan, vient de se voir écarté. Il dit que c'est malencontreux. Moi-même, c'est vrai, je ne suis pas fort en calcul, mais Hilaire Zipan, 3e sur la liste MP, a été écarté. Il n'en prend que 2. Même le SDF, on dit Ngidjolnga ne pourra pas y aller. On voit là un certain calcul qui tendrait à éliminer ce qui allait emmerder le conseil municipal de Douala Premier, pourvu que le maire soit blanchi et que la municipalité de Douala Premier fonctionne bien. Nous ne sommes pas les oiseaux de mauvaise augure. Mais sauf que si demain ça capote, on va dire quoi? Voilà, qui est clair pour Douala Premier, le maire Lengue Malapa. On verra et si il veut toujours être maire, parce que ce n'est pas... il est tête de liste, mais c'est pas... Il veut toujours être maire. Veut-il être super maire? Voilà, et même super maire. Voilà, c'est la grande question, parce que vous savez que va être mis en place les super maires, les maires de la ville, et le nom du maire de Douala Premier est parmi les 3-4 noms qui circulent en ce moment même, madame, monsieur, sur cette question. On va également, madame, monsieur, rappeler que le contentieux post-électoral s'ouvre. Pour ce qui est des législatifs, vous savez que c'est le Conseil constitutionnel qui s'occupe de cela, et les candidats avaient 72 heures qui courent, avaient 72 heures pour déposer leur requête en vertu de l'article 133 du code électoral. Et pour ce qui est des municipales, ils ont 5 jours pour saisir le tribunal administratif de leur région pour à compter 5 jours à compter de la date de proclamation des résultats par la commission locale de supervision. Donc, et ils sont encore dans le délai. Ils peuvent encore le faire. Voilà, on va démarrer avec, comme vous le savez, la première rubrique chaque matin ici. C'est l'histoire du jour, qui est une affaire de Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fapoussi, bonjour téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'Evelyne. Elle a 35 ans et elle a rencontré Fulbert, qui est un homme de médias, dans le paysage camerounais. Il y a 6 mois, ils se sont rencontrés. Un homme de médias, ça veut dire? Un journaliste animateur. Un collègue. D'accord. Oui. Très bien. Ça annonce des choses, hein, Ah non. quand même. Bon, Il s'appelle comment? Fulbert. Bon, ce sont des noms d'emprunt. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas de Ça peut être Fulbert, n'importe qui à Equinox. ou ailleurs. Donc, il faut aussi dire que les caméramans sont des journalistes. Hein.
Voilà. Donc, ça peut être n'importe qui. Voilà, des reporters d'images. Il y a 6 mois, lors d'une couverture médiatique dans la multinationale où Evelyne travaille, ils se sont rencontrés, ils ont pris attache, ils ont décidé de se mettre ensemble comme ça. Et 4 mois après la relation, elle s'est installée avec Fulbert. Sauf que aujourd'hui, elle nous écrit parce qu'elle semble avoir des doutes. Fulbert lui propose d'investir dans un business qu'ils géreraient tous les deux. Et la question qu'elle pose est de savoir, est-ce qu'il serait prudent de s'investir dans une affaire avec un homme qui ne nous a pas encore épousés, au risque que celui-ci s'en aille avec notre part d'investissement? A-t-elle fait une erreur en s'installant rapidement avec lui, ou bien en a-t-il après son argent? C'est pas possible. Alors, vous savez, les hommes de médias ont une réputation dans ce pays, vous savez. Voilà. Donc, lorsqu'on parle d'argent, voilà. Maintenant, après, est-ce que ils sont tous des comment on appelle ça? J'oublie le nom. Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Vous oubliez vraiment exprès. J'oublie le nom de ça. Et elle a raison de s'interroger parce que après, vous savez, c'est des flambeurs, c'est des gens qui sont des... Bref, vous connaissez. Je n'en dis pas plus. Les hommes des médias. Bon. Est-ce que cette femme a raison de se poser toutes ces questions qu'elle se pose? Oui, elle a raison parce que elle veut contrôler tout. Ce n'est pas parce qu'elle doute du gars. Mais la femme, là où elle met ses 5 francs, elle veut tout contrôler. Et pour ça, elle s'interroge. Donc, en fait, la question fondamentale, c'est que ce bonhomme que je viens à peine de connaître me laissera-t-il la possibilité de tout régenter dans l'investissement qu'on est appelé de faire? C'est ça la femme. La femme, c'est l'argent. Ne vous trompez pas, monsieur Fopossi. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. La femme, c'est l'argent. Mais je ne me trompe pas du tout. Voilà. Donc, ne dites jamais... Mais lorsqu'elle vous donne ces 1000 francs, d'abord, vous allez regarder. Quand vous demandez, donne-moi, complète-moi l'argent de taxi là. Elle peut te rappeler ça 10 ans après. Elle va te dire que tel jour, je t'ai donné 200, tel jour, je t'ai donné 200. Ça fait déjà 10 000. Tu rembourses quand? Donc, la femme et l'argent... Expérience vécue? Oh oui, absolument. Donc... voilà, est-ce que... Parce qu'après, il y a une dimension homme de médias dans cette affaire des hommes de médias. Oui, des hommes de médias. Non, la femme sait que l'affaire va prospérer. Mais elle a donc des doutes, c'est que le gars me laissera-t-il la marge de manœuvre pour contrôler? Deuxième chose, est-ce que comme lui, c'est un homme public, ne va-t-il pas prendre pour d'autres conquêtes? Voilà. Pour dire quoi? Que les hommes de médias sont plus facilement... Mais j'entre dans la psychologie. Non, mais attention. J'entre dans la psychologie de la femme. Il s'est dit, bon, oui. Elle a été éblouie par non. Il s'est dit que je ne suis pas la seule femme qui peut tomber tous les champs. Mais bon, est-ce qu'il va vraiment laisser prospérer l'affaire? Ce n'est pas parce que le gars va détourner, ne va pas l'épouser. Non, elle ne pose pas de questions comme ça. Puisque les femmes ont un 6e sens très développé. Quand elle se lance dans une affaire, elle sait que ça va prospérer. Mais maintenant, ma part dedans, c'est combien? C'est-à-dire que... Voilà. Bon, en plus de ce que nous allons gagner, elle a toujours envie de grappiller dans le portefeuille de son mari. Hein. C'est toujours ça, dit que oui, maintenant, chacun gagne 50 000. Bon, je dis n'importe quoi. Mais en plus de tes 50 000, tu dois me donner 20 000. Non, mais est-ce qu'il en a... Bon, est-ce qu'il a... La vérité, c'est que cette femme refuse de nous dire que l'homme en question n'en a pas. Oui, il a son salaire. Voilà. Non, les hommes de médias... les hommes de médias, en règle générale, sont des souffreteux. Oui, mais ils ont des à côté aussi, peut-être. Des à côté. Mais sauf s'ils font la mendicité. Parce qu'après... Ils sont consultants par-ci, on les appelle dans lui, ils sont là. Ils ont des gombos partout. Ah, d'accord. Ils ont des gombos. Mais je vous dis, c'est pas là. Ils ont les gombos. Quand une femme vous pose un problème d'argent, monsieur Fopossi, restez, asseyez-vous d'abord. Même si vous mangez, laissez d'abord la nourriture. Réfléchissez clairement. D'accord. Elle a une longueur d'avance sur vous. Alors, moi, est-ce que le fait que cette femme précise la profession de cet homme n'est pas un élément décisif
dans la compréhension de ses craintes, Karine. Décisif, c'est la compréhension de l'homme. Oui. Clairement, parce que on n'a pas une très très bonne image, relation amoureuse des hommes de médias. Vous les connaissez, vous, par exemple? Les côtoyer au quotidien, ça témoigne d'une certaine absence de sérieux. Vous savez... Et pourtant, il divorce moins. Il ne divorce pas. Ah, il divorce beaucoup. Parce qu'il se marie. Il divorce beaucoup, Bonbon. Tellement. Ah bon? Oui. Moi, je suis à Il divorce 30, tellement. Je suis à 30 ans. Non, Bonbon, on ne parle pas de vous. Mais bon, Pas de j'ai vous. des médias. C'est pas de vous qu'on parle, pas des gens qui ont des cultures vraiment traditionnalistes. On parle des hommes de médias. Voilà. On parle des hommes de médias. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il se marie aussi beaucoup. C'est ce qui est aussi bien. Alors, dans cette histoire, il y a la dimension la plus importante, le métier de cet homme. Pourquoi? Parce que à la base, je le disais bien, on n'a pas une très très bonne image relationnelle des hommes de médias. Pourquoi? Parce qu'on les connaît frivoles. On les connaît, oui, on les connaît frivoles. Pourquoi? Parce que le contact avec le public, pour les hommes, ça fait qu'ils sont abordés par les femmes au quotidien. Et généralement, les hommes ne disent pas non. Facilement. Je ne sais pas pourquoi ils le font, mais ils n'arrivent pas à dire non à ce niveau-là. Et je vous regarde et je me demande si vous décrivez ma personne. Allez-y. Vous m'influencez du regard. Ah bon, vous êtes abordé par les femmes? Bon, il ne va pas le dire ici. Ok. Je ne pense pas. On ne parle pas de lui. C'est pas de moi qu'on parle en tout cas, c'est certain. Donc voilà. Comme je le disais, alors ce sont des personnes un peu frivoles qui n'arrivent pas à dire non. Et ils ne sont pas souvent abordés par des femmes n'importe comment ou n'importe quel genre de femmes. Ce sont des femmes qui sont soit bien, avec des formes bien généreuses, le genre qu'ils aiment, soit ce sont des femmes qui ont le porte-bonnet assez fourni. Et ils finissent parfois par se transformer en dépendants de ces femmes-là. Je ne vais pas utiliser le terme gigolo. Maintenant, par rapport à cette histoire, on voit bien que la femme, elle a une source financière assez stable qui permet à ce que dans un couple, elle puisse gérer un certain nombre de charges. Et vous voyez que peut-être qu'elle n'est pas assez exigeante au niveau des dépenses de l'homme, mais elle doit être exigeante au niveau de son investissement. Ça s'explique, c'est normal. Que ce soit une femme qui est avec un homme de médias ou que ce soit une femme qui n'est pas avec un homme de médias, à chaque fois que vous voulez faire un investissement, vous avez le droit d'être regardante. Que ce soit vous qui le gériez, que ce soit votre maman, votre papa ou votre enfant, vous devez être regardant. Raison pour laquelle elle se pose des questions. Jusqu'où est-ce qu'il peut aller avec mon business? Est-ce que c'est sûr que après même, parce qu'ils sont très sages, ils connaissent la loi, ils ont des relations, ils sont capables de détourner votre business, mettre en son nom propre, et après vous ne gérez pas de contact. J'espère qu'après cette émission, vous saluerez normalement vos collègues. Hein? Ils sont en contact chaque jour avec les avocats, avec les magistrats, donc ils sont capables de le faire et ils sont capables de bien défendre leurs droits au moment venu. Et vous dites que vraiment vous n'avez jamais mis 5 francs dans ce business. Moi, je ne trahis pas le secret de quelqu'un. Je le dis parce que on est dans une société en parfait mouvement. Et qui fait que à chaque fois les consciences changent et les mentalités des uns et des autres mutent en fonction des circonstances. On sait très bien que ce sont des personnes qui ne vivent pas parfois aussi dignement qu'on aimerait le penser, mais ce sont des personnes qui, ma foi, ont des ambitions et n'ont pas parfois les moyens de leurs ambitions. Du coup, il faut attraper gauche et droite pour pouvoir s'en sortir. Joindre les deux bouts. Oui, pouvoir joindre les deux bouts. Mais je vais dire qu'il y en a quand même des bonnes personnes dans ce domaine-là. Oui, je connais de très très bonnes personnes dans ce domaine-là, même si après être frappé par un courant qu'on finit par devenir bon. D'accord, très bien. Elle est intéressante, Karine Santia. Alors, Donna Brice, est-ce que vous relevez également la dimension professionnelle de ce monsieur ou simplement le fait que la relation n'est pas assez solide, du moins elle est assez récente pour qu'on mette en place rapidement des projets aussi solides? C'est justement ça le problème. Oui. C'est-à-dire que la prudence de la femme, de cette femme, d'Evelyne, est due au fait que les deux ne se connaissent pas encore assez. En 6 mois, on peut connaître les rapports de quelqu'un avec l'argent, mais on ne peut pas encore mesurer jusqu'où est-ce qu'il peut aller. C'est difficile. Première chose. Deuxième chose, la frivolité n'est pas une marque déposée des hommes de médias. Rencontrer un avocat, un enseignant,
je sais pas quoi, un douanier, un médecin, gynécologue. il y a des frivoles dans tous les corps de métier, dans tout le corps social. Attention, on a tendance à penser que les frivoles sont particulièrement plus importants dans les médias parce que eux, ils sont des personnalités publiques, sont le plus souvent en front line, sont sous les feux de projecteurs et peut-être attisent les appétits ça et là, mais je peux vous rassurer que les plus frivoles ne sont pas forcément dans les médias. Et si vous voulez des exemples de couples qui sont formés, que ce soit entre hommes de médias eux-mêmes, hommes avec grand H, femmes comme voilà, Mais ils se marient beaucoup, sans, je l'ai dit. pendant de nombreuses années, voilà. Ça empêche qu'ils Justement, soient frivoles. je suis pas sûr que le palmarès le plus important d'instabilité conjugale revienne aux hommes de médias. Donc je pense que les deux gagneraient à s'observer davantage, se comprendre davantage. Il leur faut encore manifestement du temps, notamment pour Evelyne qui a des appréhensions tout à fait normales. Lorsqu'on rencontre quelque chose de nouveau, généralement il y a des appréhensions, c'est tout à fait compréhensible. D'accord. Dominique Audrey, votre commentaire? Oui, je vais m'éloigner de la profession pour m'intéresser à si est-ce qu'on doit investir dans une relation avec un homme lorsqu'on n'est pas marié. Moi, je pense qu'on pourrait le faire. Mais maintenant, à quel moment? C'est le moment qui est déterminant. Si vous rencontrez quelqu'un, 4 mois après, vous vous installez chez la personne, je crois qu'il y a un problème. Vous n'avez même pas eu la peine et le temps d'observer, de savoir avec qui vous êtes. Imaginez, après 4 mois, vous vous mettez avec quelqu'un et après vous vous séparez. Vous retournez soit chez votre famille ou vous retournez encore en location. Vous serez en perpétuel recommencement parce que vous n'aurez pas pris le temps d'asseoir normalement la relation. Les hommes sont, entre guillemets, pareils. Mais il faudrait dire que, comme Donald a dit, les hommes de médias sont encore plus enclins à être exposés à ce genre de choses parce que les hommes, on les voit tous les jours. On a Eric Fopoussi, bon, qui est occupé déjà, et Donald, oui, bon, pour Père Bombo, ça ne se discute pas. Lui, c'est bon déjà, ça fait longtemps déjà. Eric aussi, bon, ça va, il est tenté. Comme il a... Oh, pourquoi vous m'embrouillez? Ce que je veux dire, c'est que ils sont encore très jeunes et beaucoup de choses peuvent encore se passer entre-temps. Mais je pense que vous avez réussi. Vous m'avez embrouillé. C'est vous qui vous embrouillez. Non, c'est vous, parce que c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas dire que vous êtes libre. Bon, je sais même pas. Vous avez bon, pas quelle voilà, en réalité, voilà. bon, ce que je voulais dire, c'est que le fait d'être ici fait qu'on soit exposé. Pim Bamboko, c'est que lui, on ne touche pas. L'autre là, on ne touche pas. Non, on ne touche pas. Donc, à côté de ça, j'ai envie de dire qu'on peut investir avec un homme, mais il faudrait que la relation ait pris un certain temps, une certaine durée, qu'on ait pris le temps de construire. Cet homme qui veut aujourd'hui, après 2 mois d'installation, vous demander d'investir de votre argent, moi je crois que cet homme, c'est un calculateur. Il est venu vers vous parce qu'il avait des ambitions. Les multinationales, généralement, on sait que ça paye gros. Donc, il a vu une femme et dès qu'il aura fini de vous utiliser ou bien de prendre votre argent, il va vous jeter. Donc, c'est à vos risques et périls de prendre ce genre d'initiative. Les business en couple, c'est bien, mais comme quelqu'un avait dit un jour, si on doit le faire, on va le faire on dit par devant notaire, c'est ça? Oui, on signera des sortes de contrats et autres pour s'assurer de ce que personne ne volera personne. Mais généralement, quand il y a amour, on ne pense pas à ça. Oui, moi aussi je le pense. Moi aussi je le pense. Je pense que pour moi, on ne devrait même pas faire de contrat si avec son conjoint on décide de faire un business. Mais maintenant, pour ceux qui estiment que l'argent c'est tellement important qu'on doit faire un contrat, qu'ils le fassent. Bon, ma grand-mère disait que même dans le mariage, si vous êtes avec un homme et qu'il arrive que vous vous sépariez, même si vous avez acheté tous les meubles, la télé, tout ce que vous avez acheté, prenez juste vos vêtements et vous partez. Parce que vos bras, vous les avez toujours et vous pouvez recommencer. Alors, je vais juste vous rappeler que vous semblez être étonné que des femmes s'installent avec des hommes au bout de 4 mois. Je peux vous dire qu'il y a des femmes qui s'installent au bout de 1 mois, 2 semaines. Comme je disais,
comme je lisais, quelqu'un écrit sur Twitter, il disait que généralement les hommes se trompent beaucoup parce que ils croient qu'il y a des femmes qui les aiment et pourtant il y a une catégorie de femmes qui ne recherchent que où loger et où se nourrir. Donc après il y a de nombreuses femmes là dehors qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas d'abri et qui malheureusement lorsqu'elles tombent sur un homme, en réalité c'est pas l'amour qu'elles recherchent. En réalité c'est juste un toit pour s'abriter. Et bon, voilà. C'est aux hommes d'avoir la tête sur les épaules, d'être lucide. Une femme normalement constituée ne peut pas s'installer chez vous en un mois. Moi, votre soeur, vraiment, j'ai la foi à la porte. Ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. Mais une fois à la porte de la maison de votre oui. Après un mois, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas compréhensible parce que je pourrais avoir une sœur. Le faire à la bonne. Rassurez-vous, elle va trouver Caillou. Oui, d'accord. Très bien. En tout cas, on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin et tirer les conclusions. Mais je voulais quand même rappeler que je ne dis rien sur quoi. Vous voulez que je dise quelque chose? On aurait aimé vous entendre aujourd'hui. Dis-moi, c'est ça. Voilà. Ok, allez, dites-le. Non, mais en réalité, ce que je pense, c'est que les hommes de médias, ce que Karine a dit, c'est vrai. Je veux dire que c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est un métier qui est comme il est, et ça, il y a ses rebuts. Quand je vois les hommes de médias fonctionner, contrairement à ce que M. Kamgan dit, j'observe quand même que c'est un corps de métier où il y a beaucoup de frivolité. Je dois le rappeler, ils sont peu sérieux. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent d'ailleurs pour ça. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais malheureusement, c'est un paradoxe puisque en même temps, c'est les hommes les plus instables financièrement au Cameroun. Donc c'est quand même assez, c'est un paradoxe de voir que les hommes aussi instables financièrement soient autant frivoles. Et quand vous regardez quand vous voyez le cahier de chasse, c'est forcément des femmes qui ont beaucoup de moyens, qui les entretiennent, qui font voilà, malheureusement je pense que si on a c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, ils sont tous partis, tous dehors. Non, c'est pas la même chose. L'essentiel de temps dehors. Non, mais je peux vous dire. Non, mais Donald. Chez vous, c'est grave. Ne cachez pas des choses qui sont connues. Quand on dit ça, c'est pour aussi conscientiser les hommes de médias. D'arrêter un peu de faire ça. Vous voyez qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'hommes de médias qui ont des voitures, qui ont des biens, qui ne sont pas les. Quand vous regardez ce qu'ils ont comme rémunération, ils ne peuvent pas se le payer. Malheureusement, ce sont des femmes qui les accompagnent. Il faut le dire, c'est vrai, ça se passe comme ça. Maintenant, est-ce qu'il faut réformer ce métier pour que les hommes de médias aient enfin les moyens de leur politique et puissent s'installer de manière stable et qu'il n'ait plus recours à ce type de pratique-là pour sauver les apparences d'une vie publique qui impose parfois une tenue en société? Parce que lorsque vous êtes de là passer à la télévision, on veut quand même vous voir à un certain niveau de vie. Si vous beaucoup ne supportent pas ça. Donc peut-être qu'il faut revoir la convention collective, permettre aux journalistes, aux hommes de médias d'avoir une base importante qui pourrait leur permettre d'être à l'abri de ce type de compromission qu'on voit partout. Parce que ça je veux dire que ce n'est pas une question de retombées financières. Si c'était le cas, c'est que les journalistes les mieux payés ne sont pas frivoles. Or, à l'observation, même des gens qui sont bien capés sur le plan financier dans notre profession sont parfois ceux qui sont les plus frivoles. Non, malheureusement pas. Oui, c'est l'observation qu'on a. Ceux qui sont mieux capés sont malheureusement ceux qui sont les plus stables. Malheureusement. C'est pas l'observation que moi je fais. En tout cas, bref. Ceux qui ont les belles voitures et tout ça sont souvent ceux qui sont. Aujourd'hui, on voit des journalistes qui se compromettent. Même avec des politiques, avec ça sort simplement du contexte d'homme-femme. C'est pas seulement une affaire de oui, ça va un peu plus loin. Et maintenant, moi, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on a un homme frivole et qu'on voit en cet homme une certaine capacité, c'est à la femme de travailler à le ramener. Parce que je crois que personne n'est totalement perdu. On peut sauver ces hommes-là. D'accord, très bien. Sauvez-les, pardon. Vous voulez avoir mon avis? Vous l'avez eu, mon avis. Alors, on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, madame, monsieur. Le temps pour nous de prendre la colère de Donald Brice Kamgan.
J'interpelle ce matin la conscience nationale sur la gouvernance de nos potentialités touristiques. Le Cameroun, admettons, souvent est une Afrique en miniature. Cette appellation tient de plusieurs facteurs, mais aussi et surtout de l'immensité des bienfaits dont la nature a bien voulu gratifier le pays sans qu'il ne soit appelé à fournir des efforts exceptionnels. Le Cameroun sait-il saisir les opportunités que lui offre sa diversité culturelle et de sites aux quatre coins du pays? Pour répondre à cette question, l'indicateur le plus objectif nous semble être le niveau de contribution du secteur touristique à l'économie nationale. Cette année 2013, en 2013 par exemple, le Cameroun a accueilli 950 000 touristes, soit une part dans le produit intérieur brut de 4%. C'est la meilleure performance du pays, jusqu'ici. Ce chiffre est en baisse depuis lors et s'est réduit à 812 000 touristes en 2019. Mis à part quelques facteurs conjoncturels défavorables comme l'insécurité dans la région de l'extrême nord, qui a mis à mal le tourisme dont les bases sont pourtant déjà jetées par la nature, le Cameroun ne semble pas mesurer toutes les potentialités dont le pays regorge. Pour mesurer jusqu'à quel point le pays n'a pas encore intégré que l'industrie touristique fait désormais partie des politiques globales de développement des États dans le monde, nous n'irons pas chercher très loin. Sur le continent africain, un cas d'école, c'est l'Égypte. Avant le printemps arabe en 2011, le produit intérieur brut de l'Égypte bénéficiait de près de 20% des retombées du tourisme. Les tensions et attentats qui ont suivi l'instabilité sociopolitique dans le pays après 2011 ont drastiquement plombé le secteur touristique du pays. Mais les dirigeants successifs, conscients de l'importance des recettes du secteur dans la santé économique du pays, ont pris de courageuses mesures qui ont permis de relever le secteur. Tenez, entre 2018 et 2019, l'Égypte a bénéficié à hauteur de 11% au produit intérieur brut, soit 12 milliards de dollars de francs CFA, soit 12 milliards de dollars de retombées financières. Une embellie dans le secteur qui se consolide grâce à des mesures courageuses des autorités. En 2016, le gouvernement égyptien a investi 70 millions de dollars dans le cadre d'une campagne mondiale de communication. Objectif, rassurer le monde, les millions de touristes, que malgré les violences liées au climat sociopolitique et les attaques de l'État islamique, l'Égypte se relève dans son secteur touristique. Les retombées de l'opération Le Charme sont directes et le fait le plus probant, c'est l'organisation en 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations retirée au Cameroun, malgré la survenue, il y a quelques semaines, dans le pays, d'un attentat à la bombe. Le secteur touristique en Égypte fait partie de l'un des plus florissants, sinon le plus florissant à travers le continent africain. Pendant ce temps, le Cameroun, qui est gâté par la nature, comme on le dit trivialement, court depuis de nombreuses années après 1 million de touristes chaque jour, sans jamais l'atteindre, et malgré des objectifs qui figurent dans son document de stratégie pour la croissance et l'emploi, ce chiffre d'1 million de touristes par an peine à être atteint, malgré des potentialités dont regorge le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le parc de Ouaza, dans le Grand Nord, les vestiges de la traite négrière à Bimbia ou Limbé, dans la région du sud-ouest,
la forêt dans le grand centre, les chefferies traditionnelles de l'Ouest. Mais jusque-là, aucune politique réelle d'impulsion du secteur n'est observée. C'est l'un des parents pauvres de l'action des pouvoirs publics. À demain. Alors, comment s'appelle le ministre du Tourisme au Cameroun? Bello Bouba Maïgari. Voilà. Donc, pour qu'on soit clair, c'est tellement intéressant ce sujet qu'on va voir que des pays ont réussi sur ce terrain-là. J'évoquais ici tout récemment le cas de la Malaisie, un pays que nous avons aidé. Quelques chiffres clés de la Malaisie qui a connu un premier ministre qu'on a appelé Docteur Miracle. En fait, c'était Docteur Mahathir. Lui, il est arrivé donc en Malaisie et il a révolutionné ce pays entre 92 et 2004. Et on voit très bien que lorsqu'il quittait le gouvernement en Malaisie, en 2004 justement, la Malaisie a accueilli, vous dites que nous sommes à combien? À 900, 800, tout ça? Ils ont accueilli 28 millions de touristes en 2004, la Malaisie. La Malaisie a à peu près la même superficie que le Cameroun, le même climat que le Cameroun, et leur capitale, Kuala Lumpur, est aujourd'hui une capitale que tout le monde dit, on va à Kuala Lumpur. C'est né parce que les gens ont voulu en faire une place mondiale. 28 millions. Et ils prévoient en 2020 atteindre le cap de 36 millions. En 2004, ils étaient à 28 millions. En 2020, ils veulent atteindre 36 millions de touristes pour 36 000 milliards de francs CFA. 36 000 milliards de francs CFA en termes de rentrée financière. 36 000 milliards, c'est combien? C'est quoi? C'est 10 fois le budget du Cameroun. Chaque année. Chaque année, on est autour de 4 000 quelque chose, mais bon, à peu près 10 fois le budget du Cameroun. Eux, en un an, ils font 36 000 milliards de francs CFA. Avec le tourisme. Avec rien que le tourisme. Alors, laissons le pétrole, laissons les impôts, laissons la douane, laissons tout le reste. Donc, eux, ils ne font le tourisme, c'est 36 000 milliards. C'est l'un des dragons d'Asie, la Malaisie, aux côtés des pays comme Singapour, la Corée du Sud et les autres, qui avancent très fort également en Asie. Donc, vous voyez très bien que nous sommes clairement très très loin de cela, alors que nous avons le même potentiel que ce pays, qu'est la Malaisie. Donc, Bombok, pourquoi nous en sommes à cette situation? Parce qu'on a refusé de continuer l'aventure. Il s'est trouvé qu'en 1983, je ne sais pas quel virus nous a piqué, il a été décidé, ce n'était pas écrit noir sur blanc, mais dans les faits, dans la pratique, que tout ce qui est fait par l'ancien régime doit être détruit. Et ça continue aujourd'hui, c'est-à-dire que si je suis quelque part, on vous nomme pour me remplacer, pour me succéder. Vous allez d'abord détruire les actifs que vous avez trouvés au lieu. Vous allez faire comme si vous étiez dans un désert pour continuer. C'est tout. C'est une orientation politique qui fait que le tourisme ne soit pas une industrie, ne génère rien du tout. Pourquoi je le dis? Justement, ce Cameroun, lorsque le Cameroun quitte, pour bien comprendre, lorsque le Cameroun quitte Air Afrique, 1970 pour créer la CAMER en 1971, c'était effectivement pour développer le tourisme. C'est vrai, c'est pour la navigation aérienne et tout, mais c'est davantage pour développer. C'est pour ça que Camerco, dernièrement, lorsqu'il est revenu avec un slogan du genre, le Cameroun d'abord, je pense que c'était quelque chose de ce genre, ça a rappelé ce qui était à l'origine de la CAMER, de la création de la CAMER. Oui. Il y avait des sites naturels qu'il fallait découvrir. Il a parlé tout à l'heure de monts. Il y avait le Cap Siki, il y a beaucoup de monts qu'il fallait découvrir. Mont Cameroun, mais à côté de ces monts qu'on vendait, on les vendait comment? Par les cartes postales. Vous voyez, même les danses des jeunes filles dans le Grand Nord, souvent avec balançant les seins et tout, c'était dans les cartes. C'était imprimé sur des cartes postales. Je ne sais pas si vous en connaissez encore aujourd'hui. Voilà, nous, quand on voilà, nous, c'est pour vous dire, donc, même au niveau de la drague, nous, on savait draguer les filles à notre époque. Pour vous, aujourd'hui, c'est les messages WhatsApp, vous ne savez même pas écrire français ni anglais. Nous, on achetait des cartes de vie. On t'envoie une carte de Cap Siki, on t'envoie une carte de Mont Lonako, on t'envoie une carte du lac Yossa.
à Dizangué, on t'envoie une carte de trucs. Mais vous en connaissez. Ces choses, ces sites naturels étaient d'abord aménagés, plus les parcs comme Ouaza qui étaient créés et aménagés. Dernièrement, vous parlez de Lyon qui est décédé. Bon, voilà, c'était des choses, le tourisme, comment vous appelez, les chutes de la Lobé, les chutes de Lonako, les chutes de ci, de ça. Donc, c'était connu. C'était connu et les touristes venaient pour visiter. Effectivement, il y avait une politique qui faisait qu'on les enregistrait, parce que si on n'enregistre même pas, pourquoi on vous donne ces chiffres, monsieur, on les rend publics? Parce qu'ils savent eux-mêmes que les touristes qui viennent, en fait, c'est les Camerounais qui ont une double nationalité. Et quand ils viennent ici, en deux périodes, voilà la période de fin d'année, il y en a qui viennent pour rendre visite à leur famille, en fait, mais comme ils ont une double nationalité, pour obtenir le visa des touristes. Et des touristes. Même nos fêtes, ils ont la période de leur congé d'été là-bas. Ça correspond à la saison de pluie chez nous. Donc, juin, juillet et août, quand ils viennent, ils marquent touristes. Et vous avez l'impression que il n'y a aucun touriste qui vient. Vous avez d'ailleurs vu. Il n'y a aucun. C'est malheureux. Mais ce n'est pas choquant, il faut qu'on vous dise la vérité. Vous avez vu le comportement du ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, dernièrement. D'abord, son ministère s'appelle Tourisme et Loisirs. Je ne sais pas quel loisir il revient. Il y a eu le fait d'Ngondo, il y a le Ngon, il y a le Mendumba, il y a le Mboglia, il y a le Mpo, il y a. Est-ce que vous avez vu les étrangers venir? Il n'y en a pas. Ce sont nos sœurs et nos frères et sœurs qui vivent en Europe qui viennent ici. Il n'y en a pas, donc on ne vend rien. Dans ce chiffre, monsieur Kamga, 800 000, 12 tirés, non, il faut enlever. Peut-être ils étaient là 12 ou 13. Nous risquons pour venir voir. Voilà. Peut-être ils ont vu leur petite dans les réseaux sociaux, ils sont venus pour voir c'est comment le pays allait. Parce que même Kribi n'est pas vendable. Malheureusement. Voilà. Douala n'est pas vendable. Regardez seulement la Coupe d'Afrique des Nations que nous ne parvenons pas à organiser. Vous avez vu le déploiement du ministère du Tourisme? Non, il n'y en a pas, parce que nous n'avons rien. Vous voyez, non, le stade est prêt, le stade sera prêt, le stade n'est pas encore. Ou alors, vous voyez, on limite même les travaux pour les stades. À aucun moment, vous n'avez entendu le gouvernement dire la délégation de la CAF sera dans l'extrême nord, dans tel parc. Ou alors la délégation sera à Kribi, ou bien le lac Yossa de Dizangué, on est en train d'aménager? Non, parce qu'il n'existe aucune politique. Voilà. Dans ces chiffres, ce sont nos frères et sœurs qui ont une double nationalité et ils viennent régulièrement au Cameroun. Au Cameroun, malheureusement. Avec le visa de tourisme. Oui. On va dire ça et les gens vont nous regarder encore et dire que non, nous avons un pays où ceux qui nous dirigent ne travaillent pas. Il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais à un moment donné. Le pays s'y est très en retard par rapport au potentiel qu'il pourrait avoir malheureusement. Et on voit que d'autres pays qui ont le même potentiel que nous arrivent à s'en sortir, mais nous pas. J'ai commencé par la Malaisie. Prenons le cas par exemple du Rwanda. Hier ici, on épiloguait, on discutait sur est-ce un régime dictatorial ou un régime démocratique. Là, ça, c'est les faux débats. Parlons de ce qu'on fait là-bas. On voit très bien, par exemple, que le Rwanda a créé son slogan « Visite Rwanda », qui aujourd'hui sponsorise et le Paris Saint-Germain et Arsenal, un club de Londres et un club de Paris. Donc vraiment, c'est deux places fortes du foot européen qui ainsi reprennent le label Visite Rwanda. Donc il y a quand même des éléments probants sur lesquels les gens rendent leur pays sexy, leur pays romantique. Parce qu'un pays, oui, un pays doit être sexy. Quand on parle de... Vous êtes loin, je vous coupe si vous permettez. Oui. Le pays comme la Tunisie n'a rien dans son sous-sol. Voilà. Quand la Tunisie accède à l'indépendance en 1957, c'est le tourisme qui développe la Tunisie. Absolument. Le tourisme. Le Kenya également. Sousse, par exemple. Donc oui. Si vous voyez ce qu'on appelle hôtel 3 étoiles là-bas, en Tunisie, mais attendez, les 5 étoiles du Cameroun, vous allez les appeler les auberges. Donc, oui, mais attendez, vous voyagez. Voilà, absolument. Je vous dis. Oui, c'est malheureux de le dire. Oui. Voilà. Mais c'est là, c'est ça. Pourquoi pensez-vous que le Cameroun n'accueille pas les grands artistes du monde entier à un rythme soutenu? Pourquoi ils vont ailleurs, ils viennent au Cameroun? C'est parce que beaucoup de gens se rendent compte que le niveau de nos hôtels ne sont pas ça. Beaucoup de promoteurs nous le disent. Ils disent que lorsqu'ils veulent accueillir des grandes figures du monde, du cinéma ou de la musique,
Généralement, lorsqu'on leur demande dans votre pays là, quels sont les hôtels où on pourrait héberger, nos hôtels ne remplissent pas les conditions pour les accueillir en réalité. Disons la vérité aux Camerounais. Donc voilà une ville comme Douala qui n'est pas vendable, qui n'est pas sexy, qui n'est pas bankable comme on dit. Dominique Audrey sur cette question. Je regardais un documentaire sur une chaîne française un week-end et j'ai découvert que les chutes des Comcam avaient servi au tournage d'un film. Voilà, Greystock. Oui. J'étais très contente, mais j'ai eu honte ensuite quand je me suis rendu compte que ce sont des sites comme ceux-là, comme le site de Nkondom, par exemple, ou bien le parc de Boubanjida, qui sont des sites aujourd'hui qui sont abandonnés. Parce que quoi? Aujourd'hui, on ne les vend pas parce qu'il n'y a pas de promotion autour. Partout ou dans d'autres pays sérieux, lorsqu'on a un endroit qui sort un peu de l'ordinaire, on ne va vous allez manger ça à toutes les sauces. Matin, midi, soir, on va vous dire, venez voir la rigole telle, venez voir la rivière machin, venez voir ceci. À chaque minute, au point où vous allez dire, ok, il faut que j'aille finalement voir de quoi il en retourne là-bas. Aujourd'hui, dans chaque région du Cameroun, on est à même de pouvoir trouver quelque chose de bon, quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'au Cameroun, le tourisme est diversifié. Ça touche un peu tout, que ce soit le tourisme d'affaires. Vous avez parlé des hôtels. Il y a également les aéroports. Ça va un peu plus loin. Douala, par exemple, l'aéroport de Douala pouvait être un hub mondial. Ça veut dire que tous les vols du monde entier transitent ici. Et c'est ce que l'Éthiopie est en train de faire aujourd'hui avec l'aéroport de Addis Abeba, par exemple, où ils sont de reconstruire. D'ailleurs, Ethiopian Airlines est en train de reconstruire un aéroport à Addis Abeba, beaucoup plus grand pour être un hub mondial. Ce que vous dites est vrai, absolument. Le tourisme balnéaire. À plusieurs reprises ici, on a parlé d'avoir des pirogues qui font les traversées du Vouri à plusieurs reprises. Ça aurait pu être quelque chose de bon, même d'abord pour nous, parce qu'avant même d'aller chercher des touristes à l'extérieur, nous ici, on n'a pas de loisirs. Je crois que peut-être faire la virée, peut-être faire la pêche, entre nous ici, ça aurait pu être un loisir. Mais malheureusement, non. On ne vend absolument rien. Pourtant, le Cameroun est plein de ressources qu'on pourrait vendre. Moi, j'ai eu très mal lorsque j'ai vu que Will Smith est allé en Zambie. Vous allez dire que je fais une fixette dessus, mais j'aimerais aussi voir, je vais dire quoi, Paris Hilton ou bien je ne sais pas trop qui là, qu'on me dise que la personne est peut-être venue visiter le musée du Noun, par exemple. Voilà. Oui, par exemple. Et après, on sait que lorsqu'on a une personnalité comme celle-là. Non, pourquoi visiter seulement? Que ça devienne une habitude pour lui de prendre ses vacances toutes les années à Kribi. Par exemple. Voilà l'ambition qu'un pays doit nourrir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vend? Je regardais tout récemment un spot du Cameroun dans une chaîne internationale. Qu'est-ce qu'on vend? Le nom du chef de l'État. On vend le nom d'un homme. Mais c'est ça qu'on a choisi de vendre au Cameroun, malheureusement. On a refusé de vendre le Cameroun pour dire oui, nous avons un grand chef qui est visionnaire, qui a si... Mais les gens, ils s'en tapent à l'étranger. À un moment donné, chez eux, ils ne connaissent pas le culte de la personnalité. Il faut qu'on soit d'accord. Ce qui se passe au Cameroun, c'est entre nous, là, sur ce plateau, on dit bon, ainsi, ça. Non, ailleurs, c'est... Qu'est-ce qui rassemble les gens par rapport au pays, par rapport au site, par rapport à tout cela? C'est ça qui est vendeur. Malheureusement, on n'a pas compris ça. Nous aurons toujours des gens qui peuvent nous amener en bourse et au champ. Voilà. Alors, Karine, votre commentaire? Oui, le tourisme, le domaine du tourisme qui excelle au Cameroun, dans les 800 000 que Donald a cité, c'est le tourisme sexuel. C'est celui qui excelle au Cameroun. Par rapport à ce que nous disons sur ce plateau, il y a des domaines touristiques que le Cameroun, je ne pense même pas qu'il a déjà commencé à en profiter, à explorer. Oui. Il y a ce qu'on appelle le tourisme sportif. Combien d'espaces sportifs est-ce que vous avez? On est encore... Hier, j'ai vu les images sur la toile d'un espace sportif où on avait des stades de tennis, espaces de handball, je ne sais pas trop, où c'était à Yaoundé. Mais je me suis dit, ah, c'est intéressant, mais on verra bien comment ça va se dégrader sans que personne ne vienne jouer là-bas. Parce que dans notre pays, on ne sait que faire des choses qui ne vont servir à personne et à rien du tout. Au Cameroun, on ne sait même pas qu'il y a un tourisme du spectacle. On ne sait pas que ça existe. Lorsque vous invitez un étranger et que vous ne pouvez faire le spectacle dans un endroit où les gens viennent courir tous les dimanches, c'est nul. Mais vous êtes nuls. Vous n'avez rien compris parce que vous n'avez pas de salle de spectacle. Dans un pays où il y a du
tourisme théâtral. Parce que les gens voyagent pour aller regarder des scènes de spectacles ailleurs. Mais vous ne le faites pas. C'est comme le Festival d'Avignon en France, par exemple. On ne le fait Très couru chaque année. On ne le fait pas. Oui. Le tourisme du spectacle au Cameroun est nul. Parce qu'il ne profite qu'à la personne qui vient faire le spectacle. Et je vais terminer avec le tourisme rural qui est presque inexistant. Monsieur Foupoussi, on a des villages au Cameroun. Mais il n'y a même pas la route pour arriver. On fait le tourisme sans route. On visite les lieux sans route. Vous allez faire aujourd'hui, si vous décidez par exemple d'aller même, je ne sais pas, dans n'importe quel village, même à l'Est, avec le tourisme culturel, non, c'est pas artisanal et autres qu'on peut faire, il n'y a même pas de route. Chemin de fer non plus. Il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a rien. Il y a même le tourisme infrastructurel. On peut venir pour visiter un ancien, mais comme le Taj Mahal en Inde, ça fait rêver tout le monde, la muraille de Chine. Veut dire qu'il faut des choses que l'on vend. La Tour Eiffel en France, il y a l'avenue, il y a beaucoup de choses qu'on va vendre. Alors, puisque le temps qui nous est imparti est écoulé, c'est un sujet très passionnant. On prendrait 3 heures qu'on n'aura pas épuisé ce sujet très important pour le Cameroun. Mais Donald Brice promis, en deuxième partie, je reviens sur vous. C'est pas tous les jours comme ça. Une fois n'est pas coutume, mais permettez-nous de prendre une petite pause et nous sommes de retour, madame, monsieur, dans un court instant sur Equinox Télévision. On n'exclut jamais le contrôle. Je pense qu'on dit méfiance pour faire beau. Hein. Voilà. Voilà, on veut que ça rime. Donald, comme tout à l'heure sur Baleng, qui est Baleng en région, c'est Bafoussam 2, hein, c'est le département de la Mifi, oui, région de l'Ouest. C'est près de 3 lacs, pas seulement 2. Hein. Il y a le lac Baleng même, il y a le lac Takouché et le lac Doupé. Il y a 3 lacs clairement. Donc malheureusement, vous voyez, un tel potentiel n'est pas malheureusement. Ils ont également là-bas un festival, Ngungun, chaque 2 ans, où les gens font des parades à la place de la chefferie Baleng. Et c'est très beau. Ça aussi, on pourrait, c'est plus que le carnaval de Rio. Veut dire que ça, à côté du carnaval de Rio, il n'y a pas match. Hein. Mais malheureusement, est-ce que nous vendons ça? Est-ce que nous avons la volonté de vendre ça? Malheureusement pas. Ce qui nous anime au Cameroun, c'est de faire le culte de la personnalité. Tous les grands événements, vous avez, sous le haut patronage de la première dame, sous le haut patronage du président Paul Biassou, tout ça là ne nous aide pas parce qu'on est en train de cliver, on sait. Donc, il faut faire en sorte justement de mettre en place une véritable politique, on va dire offensive, Donald Brice. Absolument. Le Cameroun vise pour 2028 et c'est la mission optimale pour l'instant au Cameroun, 10 millions de touristes en 2028 pour à peu près 4,8% du produit intérieur brut. Évidemment, la Malaisie sera à 36 millions à la fin de cette année 2020. Oui, 36 millions. Un pays qui est comparable au Cameroun en termes de taille de la population, superficie, et d'histoire également. Donc, mais également cette ambition, est-ce qu'elle va être atteinte? La réponse dépend de la gestion de certaines crises que le pays traverse, Boko Haram, crise anglophone, ainsi de suite. Mais de façon globale, qu'est-ce que nous faisons de notre potentiel touristique qui est réel? Bon, on signalait tout à l'heure les vestiges de Bonadi Kombo. À Limbé, l'ex-Bimbia, dans la région du sud-ouest, le parc de Waza qui a connu quelques soucis du fait de l'insécurité, les chefferies traditionnelles de l'ouest avec le patrimoine culturel particulier que l'on sait, les montagnes, le mont Cameroun ici, et tout ça, la maison, la case au bus, à Pousse dans la région du Nord et tout, est-ce que c'est valorisé? L'action gouvernementale au Cameroun nous permet de voir clairement que le ministère du Tourisme et des Loisirs est l'un des ministères dont on ne s'intéresse que très peu. Le dirigeant de ce ministère, on le voit très rarement. D'ailleurs, sa parole est rare comme de l'eau au désert. Sontia a parlé tout à l'heure de tourisme sportif. Si on avait transformé le camp de l'unité qui a amené Mébé à avoir une médaille d'or olympique en 68, on a dit, ne font que former les boxeurs. Mais Mébé, pardon, je parlais de Joseph Bessala, pardon. Joseph Bessala, justement. Lui, Joseph Bessala, il est mort dans la dèche. Il ramassait les bouteilles dans les Absolument. Donc, voilà un truc. On dit, voilà le camp qui a formé le premier médaillé aux Jeux Olympiques du Cameroun. Voilà comment Aïdjo l'avait accueilli, parce qu'Aïdjo était entré dans l'avion pour l'accueillir. On est nation médaillé d'or. Oui, et on a eu une journée
férié au Cameroun. Malheureusement. Oui, oui, Voilà. absolument. Donc, comment on tire l'héritage? Karine, on va lire les messages, je vous en Melo prie. Bouba Maïgari, ministre du Tourisme, je me suis toujours demandé ce que fait ce ministre chaque jour quand il arrive au bureau. Il doit s'ennuyer à mort. Ça, c'est Colette Ewane qui a écrit ce message. Alors, les hommes de médias ont ce charme d'attirance qui les rend très frivoles, quel que soit leur revenu financier. Par exemple, dans le média audiovisuel public où j'exerce, les salaires sont assez consistants, donc ce n'est pas un souci de revenu, ça a toujours été comme ça. Sylvain G qui a écrit ce message. Il est média public, c'est ça? Oui, il dit que ce n'est pas lié au revenu, c'est ce qu'il disait. Donc il est frivole pour être frivole. non, les La journalistes... frivolité n'est pas liée au revenu. Non. Ce ne sont pas les plus pauvres qui sont forcément les plus frivoles. Les journalistes, les hommes de médias ne sont pas frivoles. Ils sont comment? Ils sont sollicités. Absolument. C'est ce qu'il faut dire. Et C'est ils ça la savent différence. pas dire non. C'est ça la Non, ce différence. n'est pas là le problème. Ils sont sollicités. Ils ne disent pas non. C'est quoi la C'est conséquence? ça la différence. Il faut aussi qu'on s'intéresse sur leur... Bon, état de vous avez santé. raison. Oui, répondent bon, aux bon, sollicitations. on fait la différence entre la frivolité et ce qui se passe Ils sont avec les gens sollicités. des médias. Absolument. Lorsqu'on accepte dans les avances, on devient quoi? Non, on accepte des sollicitations. C'est eux qu'on appelle pour les anniversaires, les mariages, ici pour animer, Et ils ne disent jamais pour non. être conseiller en communication ici. C'est les sollicitations. Donc, c'est vous Merci, Momo. Merci, Momo. Je manquais le mot. Rédaction des discours par-ci. Un homme était, vous parlez tout à l'heure de spectacle. Un homme arrive là, il veut organiser le spectacle de P-Square. Viens me faire comment on va, voilà, comment on va rédiger ici. C'est les hommes de médias surtout. Ils sont sollicités. Voilà. Et ils ne savent pas dire non. Vous nous sauvez enfin. Non, ils sont sollicités. Vous nous sauvez enfin. Un dernier message. Moi, je pense que cette fille devrait se retenir. Parce que les hommes de médias ont la réputation de frivole, je ne vais pas lire l'autre mot, qu'elle garde son argent. Si ça peut aider une personne de ses proches, qu'elle le garde en banque. Si ça ne peut aider personne parmi ses proches, qu'elle le garde en banque. Toujours est-il que cela produira, ou alors qu'elle fasse don de ça ailleurs, au lieu d'aller donner à un homme qui ira le dispatcher avec une autre. Et en plus, ils ne sont pas mariés, pardon, qu'elle arrête son corps. Non, Fabiola Nima. L'histoire nous dit qu'ils veulent entrer en affaires. Est-ce que les dirigeants, ou alors ceux qui sont Ils veulent associés entrer dans... en affaires, oui. Est-ce que les dirigeants des entreprises du Mais qu'ils arrêtent Cameroun de sont sortir mariés? ensemble, qu'ils soient les partenaires. Alors, ceux qui sont dans le conseil d'administration ou qui ont mis de l'argent pour payer l'entreprise, sont-ils mariés? Ils ne sont ont pas mariés. confiance. Ils sont en relation d'affaires. Ils veulent aller en relation d'affaires. Donc, ils peuvent bien aller en relation d'affaires, qu'ils soient mariés ou pas. Bon, une qu'elle ne femme. mette pas la... Sincèrement, moi, je veux dire, le fait d'être indigent financièrement a aussi son impact. Oui. Pour beaucoup de gens. Moi, par exemple, j'ai pas de souci de prendre une moto et dire 100 francs, laisse-moi sur telle place. J'ai vu des benskinners se plaignent. Ah, faut pousser, toi tu prends la moto à 100 francs. Il dit, mon frère, je n'ai pas ce jeu. C'est ce que moi j'ai. Donc il faut bien qu'il y ait des gens comme nous, des grillés comme nous. On n'a pas honte de... Oui, on vit avec nos moyens, on n'a pas honte. Nous, on vit avec nos moyens, on n'a pas honte. Mais il y a des gens qui ne supportent pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas qu'on les voit serrés dans un taxi. Moi, je bâche devant, donc je n'ai pas de souci à ça. Donc, c'est une question de valeur et de principe et d'éducation. Et je le dis encore que, malheureusement, j'observe autour de moi, beaucoup de mes confrères et collègues souvent se plaignent de ça. Ils me disent que tu dois quand même mettre le curseur un peu plus haut que ça. Mais moi, je n'ai pas de souci à ça. Donc, c'est pour dire qu'il y a aussi cette dimension-là. Hein? Quand vous avez par exemple un collègue qui gare une voiture, il vous salue avec des dents, par exemple, parce qu'il s'est dit qu'il est plus que vous. Mais moi, beaucoup de gens, on s'en tape, parce que la voiture n'est pas un signe de richesse, quoi que ce soit. Donc il faut avoir cette idée-là lorsqu'on est homme de médias et vivre avec son temps. Et en cela, Bombok a été d'une grande utilité. Arrêtez de payer des hôtels et dormir pour nous autres, par exemple. Voilà. On va s'arrêter là, Karine, et tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, Donald Brice l'a dit à l'introduction de cette émission. On prend cette première image, cette première vidéo qui montre une maman âgée de la soixantaine environ qui s'engueule avec machette
à la main, qui s'engueule avec un agent partenaire ou encore un sous-traitant de l'entreprise qui nous distribue de l'électricité au Cameroun. Alors, ce dont elle se plaint, c'est qu'ils viennent lui donner un avis de coupure. Et pour la maman, c'est de trop parce qu'elle est partie une fois se plaindre dans cette entreprise et on n'a rien fait. Elle demande alors à ces gens de venir couper et qu'elle verra ce qui va se passer. Non, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on doit passer... Bref. J'ai dit que, allez-vous-en, je ne veux plus voir quelqu'un de devant moi. Vous m'attendez là-bas. Qu'il parte avec. Allez dire à Enéo que j'ai dit que j'attends Enéo ici. Tu ne fermes même plus. Tu as d'abord ouvert pour faire quoi? Avis de coupure. Allez dire là-bas hein, qu'il y a une vieillarde à Condengui. Je suis allée me plaindre là-bas. Ils ont fait quoi? Les deux là sont avec la moto. Ils sont venus ici me bouffer 20 675. Alors qu'il n'y avait aucune impayé. Je vois encore quelqu'un de la sonnerie ici. Je vais le couper. On connaît très bien ces points. D'accord. Alors, Bobo Bengan, non, on va il y a l'entreprise en question a réagi. Un extrait de ce qu'elle dit. Je vous en prie, Karine. Un extrait de ce que l'entreprise nous dit à la suite de cet acte, de cette vidéo inopportune. Enéo Cameroun apporte les précisions et éclairages suivants. Comme le prévoient les procédures dans ce genre de cas, les vérifications sont en cours sur la situation réelle de notre cliente afin de déterminer son historique de facturation, les mouvements des agents Enéo et sous-traitants sur son installation, l'état de ses règlements et par conséquent les éventuels écarts. Il y a l'avant-dernier paragraphe. Là, oui, l'avant-dernier paragraphe qui nous dit que Enéo... Ok. Enéo tient toutefois à reprouver tout acte de violence sur ses agents ou ceux d'entreprises partenaires mandatés pour des opérations sur le terrain. D'accord. Alors, Bombok, ce qui se passe, c'est qu'il y a un climat de violence qui se généralise au Cameroun. On peut se plaindre, hein, c'est vrai, mais des actes comme ça de machette, quand même. Bombok, quand même. On ne peut pas louer ça, on ne peut pas. Mais on dit souvent la violence appelle la violence. Et vous voyez ce qui se passe. Vous avez dit tout à l'heure, nous devons vivre avec notre temps. Enéo, en fait, n'est qu'un fusible que l'État a mis là pour se cacher derrière. C'est l'État du Cameroun qui est responsable des coupures intempestives du courant électrique à travers l'entreprise qu'il appelle Sonatrel. C'est quand Sonatrel remet l'énergie à Enéo que Enéo distribue. Et ça, Enéo ne veut pas le dire. Et c'est ça qui est marrant. Il faut établir les responsabilités. Moi, je ne connais personne à Enéo pour les défendre. Mais ici, Enéo doit nous dire, comme il a dit dernièrement, que l'État ne paye pas. Il doit nous dire qu'en fait, vos coupures, c'est vrai, c'est moi qui vous payez chez moi. Mais il y a quelqu'un qui me donne l'énergie que je vous donne. D'accord. Et c'est ce quelqu'un-là qui a fait faillite. Ok. Sur l'acte de violence, là, on doit évidemment le condamner, non, Donald Brice Kamgan? Lorsqu'on a fini de le condamner, nous faisons un diagnostic qui peut servir à réformer la société. Ce qui se passe là, c'est la rupture du contrat social dont parle Rousseau. Et nous sommes retombés dans l'état de nature. Nous sommes au Cameroun dans une situation où, lorsque un conflit, un désaccord survient avec un autre concitoyen, le premier recours, c'est la violence. À l'école, vous avez vu que des élèves ont récemment incendié une voiture qui avait tué l'un de leurs camarades à Fumban, ces actes de meurtre à Fumban ou à l'extrême nord. Bref, dans tous nos quartiers aujourd'hui, lorsqu'il y a un désaccord et un conflit, la première chose à laquelle les gens pensent, c'est se faire vengeance. La machette. La machette ou un coup de Ça poing. a commencé petit à petit en 91, lorsqu'on brûlait les voleurs au quartier. Pourquoi est-ce que ce type, le recours à la violence, s'érige en norme? Le premier président de la Cour suprême a parlé de la justice privée il y a quelque temps, à la rentrée solennelle de leur corps. Eh bien parce que les institutions de régulation des rapports entre les citoyens n'existent ou alors sont défaillantes. À une époque, lorsqu'il y avait un conflit dans un quartier, on disait on va te traduire sur le chef. On va t'amener chez le chef parce que le chef incarnait un cadre, le chef incarnait une autorité
arbitral qui peut apaiser les cœurs, qui peut réconcilier les personnes qui sont éventuellement en conflit. Aujourd'hui, les gens constatent que les chefs ne jouent plus ce rôle, que la justice, si elle est saisie éventuellement, ne rendra pas justice, et les gens pensent que... Est-ce également la faillite des associations de protection des consommateurs? Tout cela va avec. Tous les acteurs sociaux qui sont censés arbitrer, qui sont censés réconcilier, qui sont censés porter les revendications des uns et des autres sont en faillite, et le citoyen n'a pour seul recours que la violence. Lui-même, Dominique Audrey. C'est vrai que le fait d'avoir la machette et de menacer comme ça le monsieur, même si moi je pense que honnêtement, même s'il y avait quelque chose, elle n'aurait rien pu faire à cet homme-là. Sur le plan physique, elle ne pouvait pas. C'est un homme quand même. En non, plus, tu vois, le monsieur n'avait même pas peur. Il Parce qu'il savait que la sait maman que ne bon, faisait pas. J'ai lu un commentaire tendancieux sur Twitter suite à cette image. Quelqu'un a dit que, enfin bref, c'est pas bien de dire ça, mais la personne a dit que cette maman-là a bien fait parce que généralement, ces gens qui viennent lui donner les factures sont très arrogants et que là, il est très calme parce que justement, voilà. Il a été apeuré. Sur le terrain, ces personnes qui viennent nous donner les factures vraiment ont une certaine suffisance là. Ils viennent, ils vous brandissent un truc comme ça. Même ça compte. Les avis de coupure. Ils vous donnent ça deux jours à des dates limites de paiement. Les avis de coupure, on vous les donne, je crois, lorsque vous n'avez pas payé 3 factures. Et maintenant, si on s'en tient à ce que la maman dit, elle venait déjà de payer une facture énormissime, pourtant elle n'avait pas d'impayé. C'est juste qu'elle a senti, c'est juste une injustice en même temps. Moi, je crois qu'elle voulait simplement les menacer, leur dire allez là-bas et ça, allez m'attendre là-bas chez vous. Et aujourd'hui, on le voit. Pourquoi quand c'est un colonel qui fait ça, par exemple, Enéo ne sort pas de communiquer? C'est déjà bien qu'ils aient pu réagir promptement par rapport à ça. Ça veut dire qu'ils sont à l'écoute, de colonels qui ont fait ça à Bonandio. Qu'ils arrêtent un peu de pousser les clients à bout. Cette maman était arrivée à un point de non-retour. Elle en avait déjà ras la casquette parce qu'elle venait déjà de payer une facture. D'accord. Donc, qu'on donne les factures que les gens doivent payer. C'est compris. Karine. Deuxième sujet, on parle cette fois-ci d'une vidéo montrant un homme en train, une bagarre entre des personnes, mais ce qu'on nous explique, c'est que c'est une vidéo d'un membre de la commission locale de vote à Banjoun et un mandataire du SDF qui aurait confisqué les procès-verbaux lors des élections législatives et municipales. Qui a confisqué les procès-verbaux? Le mandataire, du SDF. Le mandataire du SDF. Oui. Non, mais c'est... Des pères de famille comme ça. Oui, mais c'est bon. C'est regrettable. Alors, celui qui filme là, c'est quoi son projet? C'est pour publier comme il a publié, j'ai récupéré. Et finalement, il remet les procès ou pas? Non, mais c'est quand même, c'est ridicule, franchement. Vraiment, le pays, quand je vous dis que la violence, là, on est en train de simplifier ça, mais à ce rythme-là, on va arriver à un point où nous n'aurons plus le temps de parler sur ce plateau, que le pays sera déjà enflammé. Je vous ai dit depuis 3 ans que le ciel du Cameroun s'est obscurci. Il n'existe plus des relations entre le citoyen et l'État. Est-ce que le citoyen se reconnaît dans les institutions qui encadrent son devenir dans la cité? Non. C'est ça la réconciliation entre l'État et la nation. C'est ça que ça veut dire. Quand vous entendez ces termes, ça veut dire que vous arrêtez un bandit, il est derrière un pick-up, les gens encadrés par les gendarmes et menottés, il dit aux populations, attendez, je reviens. Et personne, 3-4 jours après, il revient au quartier, vous dit, je vous avais dit qu'il va revenir, parler encore. Bon, c'est ça en fait. On dit, mettons en place un système consensuel pour gérer les élections au Cameroun. On vous dit non. Ben quoi? On fait ce qu'on veut. Précisément là, le citoyen ne veut plus qu'on vole ses votes. Et surtout, il est mandataire d'un parti politique. Il a peut-être vécu ça en 2013. Il ne veut plus vivre. Peut-être a-t-il vécu ça en 2018 lors de la présidentielle. Il a vu que dans ce bureau de vote, on a falsifié les résultats et on lui a dit c'est le procès verbal de l'ECAM qui fait foi. À ce moment donc, il dit je vais te convoyer, mais c'est moi qui porte le procès verbal.
Et la bagarre, ça prend. Donc, c'est chaque représentant qui doit voir le procès-verbaux. Dit, même toi, tes procès-verbaux de l'ECAM, c'est en sécurité entre mes mains. Donc, je vais te les remettre dans ton bureau. C'est un peu... C'est la confiance n'explique pas. Bon, dit qu'il n'y a plus de rapport entre le citoyen et l'État, mais je peux dire que l'État a disparu. La confiance, je veux dire. L'État semble avoir disparu. L'État protège, l'État régule, l'État arbitre lorsqu'il y a des conflits. L'État défend le citoyen. Mais quand les gens font la confusion entre l'État et leur parti, comment on gère ça? Quand l'État devient quand l'État devient partie prenante et choisit un camp, malheureusement... C'est réglé dans le 3e considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc vous devez tout faire pour que vous ayez un état de droit, pour que le citoyen ne soit pas contraint en ultime recours à s'élever contre la tyrannie et la violence. Donc, même si vous tapez le citoyen, donnez-lui une marge de manœuvre pour s'en sortir. Vous ne pouvez pas le braquer au mur, il sera obligé d'être violent. Et c'est cette marge de manœuvre qui n'existe pas. Je pense que l'ordre gouvernant doit prendre conscience de ce que il y a des progrès qui sont accomplis du fait de l'éducation de plus en plus des citoyens. Les gens comprennent et connaissent de plus en plus leurs droits. C'est pour ça que même sur le champ politique, les gens connaissent de plus en plus que on ne doit pas leur arracher le seul moyen de s'exprimer, notamment les élections. C'est pour ça que dans l'UNDP, qui est un parti allié du parti au pouvoir, on n'accepte pas qu'on leur arrache des voix. Donc, le gouvernement doit prendre la mesure de ces progrès sociaux et ne plus rester dans des considérations qui sont des considérations anachroniques, passéistes. Et c'est important parce que si l'ordre gouverneur est toujours en déphasage avec les progrès de notre temps, ils peuvent se réveiller très tard. Voilà. Dominique Audrey, comment vous commentez cette vidéo? Honnêtement, moi, je sais pas trop quoi dire. C'est honteux d'abord d'imaginer son père en train de se faire rouler, de mâcher la poussière comme ça pour des bouts de papier. Mais j'ai envie de me demander si simplement il voulait juste transporter d'un point A à un point B le mandataire du SDF, ces procès-là, pourquoi ne pas alors l'accompagner s'il n'y a pas, il n'y avait pas une intention derrière de faire de mauvaises choses avec ces procès-verbaux? Parce que si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas d'autres intentions, on n'aura pas de problème à ce que ce soit le SDF ou bien n'importe qui transporte ces papiers-là. J'espère que le SDF ne va pas laisser ça comme ça. En tout cas, à Banjoun, le RDPC a gagné. Hein. À Banjoun, chez le père Victor Fotso, c'est le RDPC qui finalement a gagné. Il faut réconcilier l'État et la nation. Même pendant les campagnes, on a vu toujours une bagarre, je crois, comme ça dans le Mungo, le RDPC et le SDF encore. C'est un spectacle désagréable. Le RDPC dans le Noun. Vraiment. Oui, il y a eu à Koupamatapi. Voilà, absolument. Beaucoup de violence quand même. Ok, on va terminer, Karine. Oui, cette fois-ci, c'est une vidéo qui n'est pas triste. On parle du président sénégalais Macky Sall en pleine rue de Dakar, en plein investissement humain, lors du Cleaning Day. Alors, je voudrais quand même qu'on regarde cette vidéo entièrement, si c'est possible, pour qu'on comprenne. Est en action. Râteau, pelle à la main, il ratisse et ramasse avec ses voisins les feuilles mortes sur le jardin public. Sa présence est une source de motivation supplémentaire pour les résidents. Aussitôt après l'opération, ils ont échangé avec lui sur les modalités de prise en charge de la propreté dans ce quartier. Il y a une structure qui était là, l'association des habitants de Fenêtre, des résidents de la cité Fenêtre-Mermoz, mais il y a aussi l'association des femmes de Fenêtre-Mermoz qui avait été mise en place il y a encore quelques années et qui s'était engagée déjà dans leurs actions à mener des activités de nettoiement et nous en avons déjà organisé des journées dans ce sens. Et bien sûr, ce qui va faciliter la prise en charge donc du nettoiement, parce que vraiment en tant que résident voisin de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a lancé cette importante initiative
sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est terminé. Ok, d'accord. Parce que c'était... C'est aussi simple que Bon, cela. oui. Le Burkina Faso est arrivé à ce stade parce qu'un matin, Thomas Sankara, vous le trouvez aligné pour régler sa facture d'électricité. Il vient avec sa Renault 4 pour prendre ses services dans les stations-service. Vous le voyez lui-même accompagner les enfants à l'école ou acheter les beignets. C'est-à-dire qu'il venir manger dans les restaurants populaires, il paye ses 100 francs. Il achète ce que vous appelez foléré, j'appelle ça les jus des œils. Et imaginez un gouverneur de région qui vient prendre son salaire. Mais contrairement à Thomas Sankara, contrairement au Rwanda avec Kagame, j'ai le sentiment qu'ici, ce que je reçois, vous me direz si je me trompe ou pas, qu'il y a une forme de maturité et d'égalité. Ça veut dire que chez d'autres leaders, vous sentez que c'est le président qui vient faire quelque chose. Oui. Mais là, vous voyez, Macky Sall, il est vraiment là avec ses concitoyens, ses compatriotes. Ils sont vraiment égaux. Ça veut dire qu'il y a une forme de... Il n'y a pas d'armée à côté, il n'y a pas de BIR, il n'y a pas de GP, il n'y a pas de gens qui ont les barbouzes, qui ont des talkie-walkie, qui savent faire autour de lui. C'est vraiment... il est décomplexé, il est calme, il est pondéré. Je veux dire qu'il y a quand même ça qui est là quand même, on le reconnaît à Senghor. Oui. Il avait combattu un intellectuel comme Tchekanta Diop, là c'est vrai, mais Senghor était resté vraiment un enseignant qui pouvait discuter avec ses concitoyens dans la rue sans qu'il y ait... Quand il démissionne en 81, en fait, c'est Abdou Diouf qui vient un peu braquer. Oui. Et c'est ça qui a porté... Il a voulu se comporter comme nos présidents. C'est ça qui a fait la cassure. Mais au moins, il a accepté de quitter le pouvoir quand il a perdu face à Abdawad. Absolument. Face à Wade. Là-bas, pour le cas du Sénégal, précisément, cette communion est restée. Où le président de la République, Senghor, venait quelquefois dans les amphithéâtres. Vous pouvez imaginer ça ici. C'était inimaginable. Donc ici, même son épouse est membre de cette association. Et elle était contrainte d'être membre. Ce n'est pas les femmes qui lui ont dit viens être membre. Elle les a vus un jour, on ne lui avait même pas dit. Elle est descendue dans la rue et s'appelait parce que là, elle a refusé de faire la communication. Donc elle vient comme une femme normale qui vient faire ses travaux. Et son mari avait promis qu'elle s'y engagerait, qu'il s'engagerait aussi à le faire. Donc, non seulement le président de la République a fait, mais son épouse y est de manière régulière et permanente. Voilà. Sans même qu'il y ait des Facebook et tout ce que vous voulez. Elle vient manger ensemble et tout. Elle puise même de l'eau. Quand il fallait aider d'autres nécessités, vous voyez la femme du président aller puiser de l'eau, venir aider les gens et tout. Alors, Donald, ce type de démocratie, même en France, je crois pas que c'est possible. Même en France, c'est possible. Non, c'est pas possible. C'est la culture africaine. Même en France, là, c'est pas possible. Ce qui est intéressant ici, c'est que je remarque qu'il n'y a pas de garde impressionnante, de garde rapprochée impressionnante autour du chef de l'État, et qu'il est quasiment seul lorsqu'il arrive. Et ce lien. Ce qu'il faut dire, si vous permettez, en fait, c'est les populations, je veux dire, l'idée est arrivée au niveau de la télévision nationale. Donc, il n'avait pas, peut-être l'information est partie par sa garde. Lui, il était sorti pour venir aider sans qu'il n'ait émetté qui que ce soit. Oui, il n'y a pas de caméra. Il a dit à la garde que non. Et dites-vous, je vais aider les femmes là. Surtout qu'il le fait régulièrement. Maintenant, l'information est partie. Donc, en fait, la caméra est venue le surprendre. Donc, il n'y a pas de garde impressionnante, disais-je, autour du chef de l'État. Et surtout marqué par le fait qu'on voit des citoyens qui ne sont pas impressionnés, qui sont zen, qui sont tout à fait calmes et qui ne donnent pas l'impression qu'ils ont affaire à un être extraordinaire parmi eux. Et donc on est arrivé à un niveau de maturité qui est tel que les gens conçoivent le chef de l'État comme un citoyen, comme un autre. Oui, c'est ça qui est intéressant. Il y a une vie après la présidence. Oui, et c'est ça d'ailleurs que nous devons chercher au Cameroun. Le quartier présidentiel au Cameroun, c'est le quartier Etoudi à Yaoundé. Regardez le contraste qu'il y a entre le président dans son palais et ses voisins. Mais aller du côté Messassi. Voilà, à Etoudi par exemple, ils ont passé, il n'y a pas d'eau là-bas par exemple. Donc il y a clairement ce contraste-là. Et
on a le sentiment qu'on on est dans l'impasse pour atteindre ce niveau de démocratie. Ce niveau de démocratie, c'est ça le mot. il y a l'impasse. Parce qu'on n'imagine pas comment on peut installer ça au Cameroun et décomplexer la fonction présidentielle. Rendre la fonction présidentielle une fonction de service et pas de prestige. Parce que, et c'est ça le grand défi que nous avons à relever au Cameroun, si on parvient à avoir ce type de dirigeant, transformer cette fonction en fonction de service du peuple et pas de prestige. Et nous sommes dans un pays où, lorsqu'on prend ces exemples-là, lorsqu'on évoque le Cameroun comme étant un pays qui semble bloqué, qui semble statique, qui semble enfermé, cloisonné, qui ne bouge pas, on nous dit non, nous sommes une jeune démocratie, nous sommes dans un pays qui n'a que 60 ans, 50 ans d'âge. Voici le Sénégal qui a été indépendant en 60 également. Oui. Et qui a donc le même âge que nous et qui est à peu près en termes de niveau de développement, de la taille de la population et qui est comparable au Cameroun. Et donc, on voit que des progrès sont faits dans des pays qui sont semblables aux nôtres, sans qu'on ait des êtres extraordinaires à la tête des États. Tout à fait. Et vous savez que Macky Sall, lui, il sait sur quoi il joue. Il sait qu'il ne peut pas s'éterniser là-bas. Donc là, il peut oublier. Voilà. Dominique Audrey. Je crois que pour avoir ce modèle au Cameroun, il faut avoir une personne qui pense de cette façon-là. On peut, nous, ici, dire que non, on aimerait avoir un président qui, lorsqu'il y a un accident, on le voit sur le terrain pour venir consoler les familles. On peut vouloir tout ce qu'on veut. Mais si la personne même, à ce poste-là, ne pense pas comme ça, rien ne sera fait. Ça sera vraiment nos fantasmes. Hein. La personne ne le fera pas. Non, mais... Parce que chez nous... Non, mais Dominique Audrey, permettez-moi. Oui, monsieur. Il faut un cadre institutionnel qui ouvre la porte à ce que un président ne puisse pas, par des moyens qui ne sont pas des moyens de consensus, de règles de jeu, par exemple, s'imposer au pouvoir ad vitam aeternam. Ça veut dire que si vous avez un président qui sait que les règles du jeu, que nous avons en place des contre-pouvoirs qui sont assez forts et qui vont empêcher toute tentative de forcer, mais il va se conformer. Parce que là aussi se joue son mandat s'il faut se renouveler ou pas renouveler. Rappelons que jusqu'à aujourd'hui, dans ce pays, il y avait la limitation des mandats. Il y avait au Cameroun aujourd'hui, la question de l'alternance n'est pas automatique. Ça veut dire qu'il faut forcément que le peuple fasse un coup fort pour qu'il y ait l'alternance. Alors que nous avons une constitution où nous disions 2 mandats et puis basta. Donc il y a tous ces mécanismes-là qui existent là-bas, qui n'existe pas ici chez nous. Malheureusement, on ne peut que se contraindre à Je pense que même si on a ces mesures-là, la personne pourrait ne pas être obligée de le faire. Absolument. Non, moi, je parle de vous dis qu'un pays comme la France, Sarkozy est arrivé, il a joué les grands, on l'a balayé. Je veux dire qu'à un moment donné, je veux dire qu'il y a une question qui est essentielle. Le président là-bas n'a pas le choix. Audrey veut dire qu'il y a même quelqu'un qui veut dire que oui, j'ai mes 2 mandats, je vais faire quoi dans la saleté des trucs. Il y a les gens qui s'en occupent. Donc, or, il y a ça, parce qu'il y en a comment on l'appelle, Alpha Ouma Konaré. Il allait donner les cours, bien étant président de la République. Or, on a eu 2 ministres ici qu'on a blâmés. Ils sont décédés aujourd'hui. Victor Anoumangou d'abord. Il venait, il allait donner, il avait demandé qu'on lui donne la charge pour donner les cours au CUS, y compris le dernier en date, c'était... Pour faire ça, Joseph Bédé. Je reviens encore. Pour faire ça, il faut avoir la légitimité populaire. Un président impopulaire ne peut pas... J'ai dit oui, on est d'accord. Il y en a même qui peut avoir cette légitimité, mais il n'a pas, comment je vais dire ça, cette fonction, vous avez dit de service. Oui. Quelqu'un peut avoir me dit, bon, je suis là, j'ai beaucoup de boulot, j'ai mes parapheurs à signer. Il n'y va pas. Il n'y va comment pas. On fait pour être populaire? Ça veut dire que vous êtes populaire parce que ce que vous faites est reçu de manière positive par le peuple, pas par le grand peuple, qui vous adopte. Senghor n'était pas populaire. Léopold Sédar Senghor n'était pas populaire, mais il le faisait. Il faisait les efforts pour faire. Et en plus, lui n'avait même pas les limitations de mandat. C'était un parti unique, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faisait l'effort de le faire. Donc, malheureusement,
Bengan, nous devons faire en sorte d'installer des institutions qui nous permettent d'avoir des hommes qui il y en a un en Guinée-Conakry que moi, en fait, lui, devait même être celui qui devait donner l'exemple. Il a dirigé la Fédération des étudiants d'Afrique noire, d'Afrique francophone noire de France, Alpha Condé, et il se comporte comme quelqu'un qui ne savait pas qu'il allait être il a du mal à le faire passer parce que le peuple de Guinée-Conakry est un peuple qui ne peut pas se laisser faire. Or, voilà quelqu'un, on pensait qu'il devait avoir ça. Il n'a pas cette attitude de service. Mais bon, il sera contraint. Il reste dans le prestige. Oui, absolument. Mais on va le déposer. Absolument. On voit très bien comment les manifestations du FNDC sont en train de porter actuellement en Guinée-Conakry. Tôt ou tard, il va être déposé comme l'a été Lassana Conté avant lui. Donc ce qui est certain, c'est que c'est un peuple qui est habitué qui est un peu mature, qui est habitué à ça. Quel que soit ce que Condé fait, il n'a pas le choix, il va se casser le nez malheureusement. On va s'arrêter là, merci infiniment. On va tout de suite basculer au plateau B avec Constylamine. Grande promotion des machines à laver de marque Nexus dans les magasins Sorepco. Et pour en parler, Constylamine, le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. Ces magasins qui vous offrent de plus en plus des promotions et rien que des promotions. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que la promotion des congélateurs et des réfrigérateurs continue toujours dans les magasins Sorepco. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les acheter il y a de cela quelques semaines, retenez que cette promotion des congélateurs et des réfrigérateurs est toujours en cours. Mais pour ce qui est de ce matin, nous allons parler bien entendu des machines à laver et pas n'importe lesquelles, Eric. Ce sont des machines à laver de marque Nexus, Eric. Alors, présentez-nous ces machines à laver. Alors, chers téléspectateurs, je sais que vous êtes bien entendu tellement nombreux qui ont besoin, bien sûr, d'une machine à laver. Vous êtes tellement nombreux qui ont besoin d'avoir c'est-à-dire un linge toujours propre. Alors, je vous conseille bel et bien d'aller dans les agences Sorepco et d'acheter une machine à laver et pas n'importe laquelle. Parce que de ce côté-là, nous ne vendons que la qualité et rien que la qualité. Et parlant bien sûr de la qualité, c'est une marque mondialement reconnue. C'est bel et bien la marque Nexus. Ces machines à laver sont des machines à laver de qualité. Ce sont des machines à laver d'origine. Ce sont des machines à laver bien d'une contenance de 7 kg de marque Nexus. C'est des machines à laver, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Parce que Sorepco est bel et bien le représentant et le distributeur exclusif de la marque Nexus au Cameroun et en Afrique. Raison pour laquelle ce matin, nous vous offrons une grande promotion sur des machines à laver. Je rappelle à tous nos téléspectateurs, ce sont des machines à laver de marque Nexus qui sont bel et bien en promotion dans toutes les agences Sorepco, que ce soit à Yaoundé, à Garoua, à Bamenda, bien sûr du côté de Bafoussam, à Kribi, à Idéa. Vous avez donc une grande promotion des machines à laver de marque Nexus dans toutes les agences Sorepco. Alors, quelle est la particularité des machines à laver Nexus ? Alors, il y a des machines à laver, mais il y a d'abord et surtout les machines à laver de marque Nexus. Ces machines à laver ont donc plusieurs particularités. Tout d'abord, facilité d'utilisation. C'est facile à utiliser. Pas de cérémonie, pas de protocole. Il suffit tout simplement de brancher votre machine à laver et le reste se fait tout seul. Également, une autre particularité, ces machines à laver de marque Nexus donnent plus de fraîcheur à votre linge. Oui, c'est-à-dire ça donne plus de fraîcheur, plus de senteur. Votre linge devient éclatant, il devient neuf dès que vous le lavez avec les machines à laver de marque Nexus. Une autre particularité, bien sûr, ces machines à laver ne consomment pas assez d'énergie. Ça, c'est très important parce que le tout n'est pas d'acheter un appareil électrique. Il faut se rassurer que l'appareil que vous achetez, est-ce qu'il consomme assez d'énergie? Les machines à laver de marque Nexus n'ont pas ce problème parce que ça ne consomme pas assez d'électricité. Une autre particularité, c'est bel et bien la qualité. Et à côté de cette qualité, il y a un prix très abordable parce que Sorepco a décidé de permettre à tout un chacun d'avoir une machine à laver de marque Nexus à la maison. Question d'avoir un linge toujours très propre. Alors, chers téléspectateurs, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de courir dans les agences Sorepco et de commander dès à présent une machine à laver. Chacun devrait l'avoir, surtout qu'en ce moment, elle est en promotion dans toutes les agences Sorepco. Alors,
Consi, quel est le prix d'une machine à laver Nexus? Alors, le prix d'une machine à laver Nexus, il faut le rappeler que par le passé, ces machines à laver coûtaient plus de 250 000. Mais comme nous sommes dans le cadre du concept Salaka et comme nous sommes en pleine promotion, vous avez une machine à laver de marque Nexus, une machine à laver neuve, une machine à laver tellement nyanga, une machine à laver tellement stylée. Vous l'avez en ce moment dans les agences Sorepco à 189 000 francs. Je dis bien une machine à laver de qualité supérieure. Vous l'avez donc à 198 000 francs. Je dis bien 198 000 francs. Et donc le prix à débourser pour avoir une machine à laver de marque Nexus dans les agences Sorepco. Et ce n'est pas tout. Quand vous achetez une machine à laver chez nous, nous vous donnons 6 mois de garantie. Oui, on vous donne 6 mois de garantie parce que nous sommes sûrs de ce que nous vendons. C'est donc l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Bamenda, vous êtes à Kribi, vous êtes à Idéa. Allez dans les agences Sorepco et achetez une machine à laver de marque Nexus à 198 000 francs. Votre mot de fin, conseiller. Alors, le mot de fin est celui, bien sûr, d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Acheter un article, c'est bien, mais l'acheter auprès des partenaires du concept Salaka, c'est encore mieux. Et parmi ces partenaires-là, vous avez les magasins Sorepco qui vous proposent en ce moment une machine à laver de marque Nexus à 198 000 francs seulement. Merci, Consti. On va tout de suite prendre interpellation de ce matin, madame, monsieur. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Je pense que là, je ne parlerai pas d'idées nouvelles, mais je suppose qu'il faudrait qu'on revienne aux anciennes habitudes. Parce que nos parents, pendant leur génération, vivaient avec un système d'esprit de rassemblement. Dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, dans les communautés, on ne parlait pas de fils de tel ou de mère de tel. On avait toujours à chaque fois une impression que quand un enfant se trouve dans une agglomération, c'était l'enfant de tout le monde. Et de nos jours, avec tout ce qui arrive à nos différents jeunes et cadets dans les établissements, et tout simplement aussi dû au fait qu'il y a un système d'individualisme qui s'est installé dans les familles. En général, on parle de l'enfant de tel, et lorsque la maman arrive quelque part, elle a toujours cette expression que il faudrait pas qu'une autre maman ou soit peut-être un petit frère essaye de reprocher l'un de ses enfants. Donc du coup, ça devient un problème véritablement dangereux pour la société camerounaise. Il faudrait qu'on revienne aux anciennes habitudes. Voilà, de la nostalgie. Bon, Bengan? Non. C'est les bonnes habitudes. Nous sommes nostalgiques de ça. Bon, peut-être. Oui. Nous disons qu'un animal ne se perd jamais s'il reste sur sa piste. Donc, vous savez bien que quand nous qui sommes les gens de brousse, si on arrive en forêt, vous voyez, vous savez que non, ce sont les sangliers qui passent ici. Ici, c'est le porc qui pique. Ici, c'est... Donc, c'est ça, en fait. Et les animaux sont mieux organisés que nous. Et nous disons que c'est Dieu nous a dit que nous sommes supérieurs aux animaux. C'est ça, en fait. Or, c'est nous qui sommes des animaux primaires. Et ils évoluent, ils gardent les mêmes canaux, les canaux qui leur permettent de vivre. Le problème, c'est que nous qui réfléchissons, nous disons que nous réfléchissons. Pourquoi nous avons laissé prospérer le mal? Et pourtant, nous allons à l'église, nous allons à l'école. Nous disons qu'on a évolué. L'évolution de quoi? Et le mal a envahi tout le monde. C'est-à-dire, hier, on était toujours guidés. Parce que lorsqu'on parlait de l'éducation, ça commençait à la famille et ça se poursuivait par les aînés du village et du quartier. C'est-à-dire qu'un aîné ne pouvait pas te voir dans la saleté. Par exemple, les enfants sont en train de préparer les séquences pour la fin du deuxième trimestre. Un aîné ne pouvait... Tu joues au football à cette période, si tu te dis non. Vos compositions, c'est quand on dit la semaine prochaine, DB, rentre, va à la maison. Il n'est pas question de jouer. Vous ne jouez pas. Vous allez jouer après les évaluations, donc après les compositions du dernier trimestre. Là, vous pouvez jouer. Et c'est le premier à te dire, a-t-on commencé à remettre les feuilles? Vous dites oui, tu as eu combien en maths, tu as eu combien en ci? Mais aujourd'hui, cette interaction entre les individus au quartier n'existe plus et on a laissé prospérer le mal. Tu ne pouvais pas voler un grand TLS. Il te tape, toi-même tu dis yes. D'accord, en tout cas c'est l'individualisme voilà, qui nous a amené à ça. On règle en détail qui a touché mon enfant, les problèmes des hommes. Nous sommes des milliards, voilà, c'est très compliqué justement. Nous sommes dans ces contradictions permanentes. On va, Karine, lire
les contributions de nos téléspectateurs encore ce matin. Au Sénégal, la présidence se trouve en plein cœur de Dakar et tout le monde passe devant sans protocole. Il est même possible de s'arrêter et faire les photos devant sans que la garde ne vous saute dessus. Tout à fait, c'est vrai. Ah, c'est Divine Falcom. Oui, c'est vrai. Mais vous savez que il y a actuellement en prison Wilfried Siewe. Il est Camerounais qui vient d'Allemagne. Alors, il est parce qu'on l'accuse d'avoir pris des photos d'un commissariat, d'avoir filmé, et ça a fait un débat terrible. Beaucoup nous ont rabâché les oreilles en disant que non, on ne prend pas de photos dans un commissariat, c'est monté, c'est descendu dans une... voilà. Alors que dans d'autres pays, justement, on voit des gens qui... Même ils savent ça, ceux qui vont au Sénégal, ils savent qu'ils se filment là-bas. Les mêmes qui vous disent ça, ils se filment devant la Maison Blanche quand ils sont aux États-Unis. Voilà, tout à fait. Ils sont assis, la Maison Blanche... Oui, quand ils finissent de le dire, ils sont bien contents de présenter des photos sur la barrière de la Maison Blanche et de publier cela avec un triomphalisme parfois qui frise la fanfaronnade. Non, en réalité, ce qu'il faut expliquer aux Camerounais, c'est que nous sommes dans une société où les gens veulent soutenir l'insoutenable. On a parlé du Sénégal, vous aurez des gens qui vont toujours vous dire que non, c'est le Sénégal et que le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun ne vit pas dans un îlot. Le Cameroun est un pays qui est ouvert sur le monde. Et justement, j'évoquais le cas parce que la France n'est pas un exemple en la matière, même si la France est une démocratie qu'on pourrait apprécier sur 2, 3, 4 points. Mais la France a fait la révolution, a installé la République, mais la France n'est pas si république que ça, parce que la France a gardé un peu de monarchie dans sa manière de faire. Les pays qui se rapprochent beaucoup plus de la République, la Res Publica, la chose publique, la République, en son terme clair, c'est les pays nordiques, comme les Pays-Bas, la Norvège, la Suède. C'est des pays où vraiment vous comprenez que le dirigeant est au même niveau que le citoyen. D'ailleurs, vous voyez, les prisons sont déjà vides. Là. Vont là-bas au bureau, par exemple, en vélo, ils déambulent avec tout le monde. Donc, c'est un niveau de république. Lorsqu'on aura installé au Cameroun la République, la chose publique, la Res Publica, nous aurons beaucoup évolué. Si tu peux rencontrer un ministre, le premier ministre en plage avec vous. Voilà. Vous vous retrouvez, vous dites, mais c'est peut-être le premier ministre, il va vous saluer, il part. Oui, et je rappelle que le Sénégal, d'ailleurs, actuellement, il y a la visite du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui est actuellement au Sénégal. Voilà, il y a beaucoup de contrats qui sont en train de signer. J'ai apprécié également la réponse du président du Macky Sall, parce qu'une question lui a été posée par une journaliste canadienne pour savoir est-ce qu'il est prêt à dépénaliser l'homosexualité. Il a clairement dit que ce n'est pas dans les valeurs africaines. Absolument. Et que ce n'est pas envisageable dans son pays, le Sénégal. Il a été clair là-dessus. Voilà. Voilà. Il n'a pas renvoyé ça au calendrier grec pour dire que bon... on verra si les mentalités changent. Il a dit clairement que ce n'est pas dans nos valeurs. Voilà. Si vous voulez, les droits humains, c'est pour vous là-bas. Mais nous, ici en Afrique, nous avons des valeurs. Et c'est là-dessus que nous faisons l'histoire du jour. Pour qu'on comprenne que nous ne devons pas nous laisser assaillir par ces discours idéologiques qui nous viennent de l'Occident et rester ferme sur nos valeurs traditionnelles africaines. Au moins sur cette question, tout le monde est d'accord que on n'a pas à dépénaliser l'homosexualité. Voilà. Voilà. Ceux qui sont pour le tout égalitaire là, ne disent pas ça. Malheureusement, quand vous carrez, vous ne riez pas. C'est pas pareil. Voilà. Je suis pas oui, les messages, je vous en prie. Quand je vois cette vidéo du président sénégalais, je me dis qu'on ne verra jamais ça dans notre pays avec ce régime. C'est Jacob Fonou qui nous a écrit. Alors je pense que cette femme devrait normalement patienter avant de prendre de telles initiatives avec son homme, puisqu'autant qu'elle le fait par amour, elle sera très horrifiée lorsque celui-ci la décevra de n'importe quelle manière. Alors prudence. Emmanuel Youmsi depuis Kribi. Vous savez combien d'hommes sont désabusés par des femmes? Pas des hommes, on parle d'une femme. Non, je veux dire qu'à un moment donné, on fait les comptes. C'est possible également. Oui, non, pour dire... C'est possible, mais la proportion, c'est l'homme qui souffre au foyer, hein. Ce n'est pas la femme. Ce sont les femmes qui meurent dans les foyers par suite de Non, elles restent veuves. Elles ont même créé ici à Douala une association qu'ils ont appelée les veuves. J'ai rarement vu des veufs. J'ai rarement vu des veufs. J'ai rarement vu des veufs. Je vois que des veufs. J'en vois tellement.
j'en vois. La proportion entre veuf et veuve, soyez sérieuse, Karim Santia. La proportion, vous savez qu'il y a beaucoup plus. Non, mais l'INS le dit chaque année par rapport à la proportion. Si vous refusez que votre femme fasse la maçonnerie parce que vous dites que vous êtes un homme, pourquoi vous n'allez pas mourir de charge? C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. La question, c'est que vous avez, et je ne voudrais pas, justement, c'est ça le problème. Lorsqu'on parle de violence, hein, la violence d'un homme dans son couple doit être aussi retenue comme la violence d'une femme sur un homme dans le couple, ou même la violence d'un homme sur un homme en public, parce qu'il y a des violences qui sont tout aussi importantes. Des gens qui s'agressent, des bandits, quoi, par exemple, là, j'ai encore été happé hier là, je marche, j'ambulais, par des gars qui ont failli me déchirer le ventre. Donc, c'est des violences, et il faut en parler. Malheureusement, il y a une caste de personnes, je ne sais pas ce qui leur arrive, qui veulent imposer leur idéologie, une dictature de l'idéologie malheureusement, alors qu'il y a beaucoup de violences qui sont tout autant condamnables. Voilà. Quelle est la violence qu'une femme peut exercer sur un homme? Vous blaguez ou quoi? Non, je suis sérieuse. Vous êtes sérieuse? On peut dire sérieuse. Psychologique, mais l'homme ne subit que la violence dans le couple. C'est pour ça qu'en fait, les hommes faibles ont commencé à... Je suis un jour allé comme nous autres. Je suis un jour allé à Pouma. Je suis un jour allé à Pouma dans la forêt là-bas. Oui. Le nombre de femmes que j'ai vues là-bas qui venaient pour attacher leur mari, pour faire ci et ça, je me suis dit, mais attention. Mais c'est compliqué. Vous savez que c'est vrai que nous retombons vous ne savez pas les substances que vous mettez dans les hommes. Il y a un niveau de conscience qu'on doit prendre dans ce pays. Il y a un niveau de conscience parce que le nombre de femmes que j'ai vu alignées là-bas. Méfiez-vous des femmes, monsieur Fopossi. Je vous ai dit l'entame. Femmes, méfiez-vous des femmes. Mais comme elles sont, on ne peut pas vivre sans elles. Vous faites comment? C'est tellement nécessaire. On va lire un dernier message qui arrive. C'est un sac de fourmis que Dieu a mis sur nos têtes. Attendons que les messages chargent. Oui. Non, mais les personnes les plus sérieuses savent. On ne peut pas adresser cette question-là sans tenir compte de tous les éléments qui constituent les rapports entre hommes et femmes dans un pays comme le Cameroun. Juste l'image que je renvoie par rapport à ce que j'ai vu à Pouma, c'est absolument grave. Et vous voyez, tout ce qu'elles demandent, c'est qu'elles veulent un mari, elles veulent que le mari soit comme ça, soit ci, soit ça, soit ci. Bref, et les potions qu'on leur donne pour justement, et les potions qu'on leur donne pour justement faire en sorte que ça arrive. Un autre message, cette fois-ci. Un autre message cette fois-ci, je ne veux pas rire. Oui. Alors, les loisirs et les divertissements des Camerounais, ce sont les boîtes de nuit et les snack-bars. Il n'y a que dans ces endroits où on peut aller se divertir. Même les salles de sport en salle, on n'a pas. Les parcs d'attractions, on n'en a pas. En dehors des échantillons avec lesquels on se débrouille. Avec toutes nos richesses, on travaille au pays et on fait le tourisme ailleurs et dépenser. Bon nombre de Camerounais n'ont jamais visité plus de 3 à 4 régions de leur pays. Ça, c'est Natacha Meke. Merci. On va s'arrêter là pour ce matin. On vous remercie infiniment sur ce plateau, mesdames, messieurs, sur ce plateau, mais également ceux qui nous ont regardés. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. On va également souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État. 87 ans, c'est pas 87 jours. Quand même, il faut respecter le patriarche. Passez une belle journée. Que Dieu bénisse le Cameroun et son tourisme.